Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où l'on dit toujours les choses telles qu'elles sont. Bon, parlons peu, parlons bien, cette semaine, j'ai envie de vous vanter les mérites d'un de mes plus gros coups de cœur ciné de l'année. Alors attention, c'est un film sur lequel je ne suis pas vraiment objective, enfin, je ne suis jamais objective sur les films dont je vous parle, mais là je le suis encore moins, parce que j'étais dans le jury qui lui a remis le prix de la critique en octobre dernier au Festival de Saint-Jean-de-Luz. J'ai eu un vrai coup de foudre pour ce premier long métrage, je me lasse pas d'en parler depuis que je l'ai vu. Je pousse un petit cri de joie à chaque fois que je vois les posters dans le métro et j'ai tellement hâte que vous puissiez à votre tour le découvrir et en tomber amoureux. Ce film, c'est Sauvons les meubles, réalisé par Catherine Cosme avec Wim à la Ponce, qui est en salle le 6 mai. Pour cet épisode, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec la réalisatrice Catherine Cosme. On a parlé de cinéma, d'Accent du Sud, de Benoît Hamon et vous pourrez donc entendre notre entretien en intégralité. Ah oui, et restez bien jusqu'au bout puisque je vous promets que je ne vous ai pas oublié, je reçois bien toutes vos questions et vos commentaires et j'y répondrai dans la dernière partie. Je suis en plein rush de Cannes. Le festival commence dans un peu moins d'une semaine et pour moi, comme pour la plupart des critiques ciné, cette période de début mai est la plus chargée de l'année. Pendant que les gens normaux font le pont, nous, on court partout entre les préparatifs divers et variés pour le festival, les demandes d'interviews, les plannings, les propositions de piges, les annonces qui tombent un peu chaque jour, et surtout les projections secrètes qui nous permettent de prendre de l'avance et voir déjà quelques-uns des films sélectionnés à Cannes. Vous vous en souvenez peut-être, je vous en parlais dans le tout premier épisode de ce podcast l'année dernière. Je m'apprête à me rendre à ma première projection secrète pré-cannoise. En fait, tous les ans, juste avant le Festival de Cannes, les attachés de presse organisent des projections plus ou moins secrètes pour les journalistes, pour leur permettre de faire leur travail en amont, commencer à voir quelques films et s'assurer qu'ils ne seront pas trop débordés sur place. Tout ça fait qu'on accorde parfois très peu d'attention aux films qui ont le malheur de sortir en salle pendant cette fenêtre de 15 jours, juste avant Cannes. Cette fenêtre où nos yeux sont encore à Paris, mais notre cœur déjà sur la Croisette. Alors aujourd'hui, j'avais encore plus envie de mettre en avant Sauvons les meubles de Catherine Cosme. C'est en salle depuis le 6 mai et c'est tout simplement un bijou qui mérite toute votre attention. Ça va ? T'es venu voir tes parents ? Ouais, je suis passée les voir. Et ta mère, ça va ? Ça fait combien de temps qu'elle a rechuté comme ça, maman ? Votre maman, elle va partir, là. Mais pourquoi je reçois du courrier ici ? Je comprends pas. Oh putain. Il faut régulariser la situation, parce que moi, je n'ai jamais contracté de crédit chez vous. Et le fait qu'elle ait utilisé mon nom là pour faire ça, ça aussi, tu le savais. Pourquoi t'as fait ça ? On va trouver un papier qui prouve que c'est pas toi. On peut pas en vouloir aux gens de chercher des solutions. Votre mère, c'était ça, sa solution. Vivre à crédit. C'est l'histoire de Lucille, incarnée par Wim à la Ponce, une femme plutôt en fin de trentaine, je dirais, qui est photographe de renom à Paris et qui doit retourner chez ses parents dans le sud, au chevet de sa mère mourante d'un cancer. Bon, c'est déjà pas très gaulerie comme contexte, mais une fois sur place, en plus, Lucille va découvrir que sa mère est fortement endettée depuis des années et qu'elle a même usurpé l'identité de sa fille pour contracter de nombreux crédits qu'elle n'a pas remboursés. Et que donc, globalement, la situation est catastrophique. Alors, je vous sens un petit peu tendu, rassurez-vous, on dirait pas avec le pitch, mais Sauvons les meubles, c'est un film drôle, lumineux, voire même feel good, oui, vraiment. C'est un film très court, 1h20, je sais pas si vous vous rendez compte, qui brasse une multitude de thématiques avec une finesse et une profondeur exceptionnelles. Ça m'a un petit peu rappelé Aftersun de Charlotte Wells, même si, attention, les deux films sont très très différents, aussi bien dans leur ton que dans leur thématique, mais je trouve qu'ils se ressemblent dans le sens où ils ont tous les deux l'enveloppe d'un petit film, mais le cœur, l'intelligence et la profondeur d'un immense film. En fait, Sauvons les meubles, c'est un film qui arrive à dire plus de choses en 1h20 que certains films de Lars von Trier ou de Paul Thomas Anderson n'arrivent à dire en 3 heures. Disclaimer, l'autrice de ce podcast tient à préciser qu'elle n'a rien contre Lars von Trier et Paul Thomas Anderson, dont elle est d'ailleurs très fan, et qu'en aucun cas elle ne souhaite manquer de respect à ces deux cinéastes, même si c'est vrai que leurs films sont parfois un peu longs, quoi. Ça touche tellement de sujets. L'endettement, le deuil, la fracture entre Paris et la province, entre guillemets, les relations mère-fille,
Mais c'est aussi le portrait d'une femme assez revêche, qui est passionnée par son boulot, qui n'a pas d'enfant, pas de mec, qui n'est pas extrêmement émotive, bref, le genre de personnage féminin dont je raffole et que je trouve encore trop rare au cinéma. Et enfin, c'est un film qui va explorer avec beaucoup d'intelligence les non-dits qui règnent souvent au sein d'une famille, que ce soit les non-dits émotionnels, mais aussi bien sûr tous les tabous qu'il peut y avoir autour de l'argent. C'est un film sur des gens qui ne savent pas vraiment se parler, bref, c'est mon genre de film préféré. Allez, on y va tous ensemble, un film sur la communication. Et j'ai eu le plaisir de parler de tout ça avec Catherine Cosme, la réalisatrice, scénariste et principale concernée puisqu'il s'agit de son histoire. Il s'agit aussi de son premier long métrage, mais si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle n'est pas que réalisatrice, elle est aussi chef décoratrice, et elle vient tout juste de remporter le César des meilleurs décors pour son travail sur L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier. Bref, cette femme a tellement de casquettes qu'elle pourrait ouvrir un décathlon. Vous allez voir, on se tutoie dans l'interview, c'est pas parce qu'on est super potes depuis 15 ans, sinon je vous aurais prévenu. On s'est juste un petit peu brièvement parlé au Festival de Saint-Jean-de-Luz, puisque je faisais partie du jury qui lui avait remis le prix. Mais tout simplement parce que quand je suis arrivée, elle m'a tout de suite tutoyée et qu'elle a insisté pour qu'on fasse pareil pendant l'interview. Et vous le verrez, comme le personnage de son film, c'est quelqu'un d'assez franc et entier. Déjà, félicitations pour ce film que je trouve vraiment génial et je suis très très contente de pouvoir en parler dans le podcast. Ce que je trouve fou, c'est que c'est un film qui brasse quand même beaucoup de thèmes et qui veut pas vraiment s'enfermer dans un seul registre. On a plein de tons dans le film. C'était quoi l'idée de départ pour ce film ? L'idée de départ, pour moi, c'était important de créer comme un moment, en tout cas, qui soit entre le drame et la comédie. J'avais très envie de ça parce que dans mon parcours de cette histoire, dans ce qui m'est arrivé, il y a eu des moments quand même très drôles et des moments hyper durs. Et tout ça, en fait, ça m'a toujours accompagnée dans mes désirs de mise en scène. Et j'aime vraiment l'humour. J'aime ça, en fait. J'aime pouvoir utiliser cet outil-là pour raconter des choses parfois extrêmement difficiles. Et je trouvais que parler de la mort, parler du deuil, parler du cancer, du non-dit, des mensonges, des crédits à la consommation, en soi, c'est déjà tellement lourd qu'il fallait, pour moi, accompagner le spectateur aussi dans des moments drôles, légers, comme on en vit dans la vie, quoi, en fait. Et ce que j'ai vécu de manière intime avec mon frère et mon père, durant ces 2 semaines qui ont été dans le parcours de perdre ma mère et tout ça, j'en retiens des moments lumineux. Et je me souviens que quand je suis rentrée de ces 2 semaines-là, c'était en 2016, mes copains m'ont dit « Alors comment ça va ? Comment ça a vécu tout ça ?» Parce que bien sûr, j'ai vécu la mort de ma mère loin de tous mes amis intimes, loin de tout le monde. Et j'ai raconté toute l'histoire. Et à la fois, j'ai fait pisser de rire les gens à table. Et à la fois, ils étaient très émus. Et en fait, j'ai trouvé ça fort de les voir autant rire qu'être émus de ce qui m'arrivait. Et donc après, j'ai pris un temps quand même pour digérer la situation, parce que malgré tout, ça reste quand même un petit peu compliqué les premiers temps. Et puis quand ça s'est éclairé dans ma tête, on dit toujours que le premier film, c'est un endroit important de pouvoir dire qui on est, ce qu'on est, comment on veut se montrer pour la première fois finalement aux yeux du public et de la profession. Et je me suis dit, ok, j'ai plein d'envies de films, mais je crois que celui-ci, c'est le bon. Parce que je suis dans une honnêteté la plus sincère. C'est mon histoire, ça m'est vraiment arrivé, et c'est l'histoire de plein de gens. Les non-dits, c'est l'histoire de plein de familles. Les secrets, c'est l'histoire de plein de familles. Les usurpations d'identité, il y en a énormément. C'est un fléau, on n'en parle pas du tout. Et c'est pas que des histoires d'arnaques entre personnes qui vont usurper ton nom pour faire des conneries avec. C'est aussi beaucoup dans l'intrafamilial, l'intra-couple. Et j'avais envie de parler des gens comme ma mère. Et surtout, je crois que vraiment définitivement, si on avait pu être au courant de ce qui lui arrivait, je pense qu'on aurait fait les choses différemment, en fait. Et je pense qu'elle n'en serait pas décédée comme ça. Ça m'amène à un autre point que je voulais souligner, c'est le fait que, certes, c'est un film qui parle d'un système hyper cruel de crédit, mais c'est aussi un film qui parle de communication. Ouais. Et je crois que moi, les films sur la communication, c'est mon genre cinématographique préféré. Et c'est vraiment, je pense, ce qui m'a le plus ému dans le film, c'est cette phrase du personnage de Vima Laponce qui dit « Mais est-ce que c'est vraiment une manière d'aimer les gens, de pas leur dire les choses ?» Et ce qui est hyper fort avec cette héroïne, c'est qu'elle dit les choses parfois de manière très pragmatique et très franche. Mais c'est hyper rafraîchissant, justement, de voir quelqu'un qui n'essaye pas de mentir ou d'adoucir la vérité d'une quelconque manière, quoi. Et je trouvais ça vraiment très, très fort d'arriver à faire un film aussi sur ça, sur la manière dont les gens communiquent ou n'arrivent pas à communiquer entre eux, quoi. Mais là, tu me parles d'un truc qui est à la fois très intime pour moi, parce que c'est vrai que, moi, je travaille dans des équipes d'éco,
puisque je suis par ailleurs chef décoratrice. Et les équipes avec qui je travaille, en tout cas qui sont vraiment pour moi mes familles de travail, me disent toujours « Toi, Kat, t'es toujours très cash et très claire ». Et c'est vrai que parfois ça m'a joué des tours, c'était pas évident, mais en même temps, c'est toujours hyper honnête. Je cherche pas tellement à composer. Alors bien sûr, j'ai mis les formes aujourd'hui, parce que tu vieillis, tu grandis, t'es plus mature et tu mets plus de formes. Mais chez moi, c'est vrai que c'est un truc sans détour de dire les choses. Et je suis la dernière de la famille. Et en étant la petite dernière, tu as ce truc-là aussi de vouloir prendre place. Et la place que tu prends par rapport à tes aînés, que ce soit mon frère, mes cousins, etc., il y avait ce truc de pouvoir être très honnête sur ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire, ce que je remarque, ce que je ressens vraiment, quoi. Et dans mes rapports avec mes amis et tout ça, c'est des choses que j'aime être comme ça. Et je crois que Vimala, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup aimé dans notre première rencontre, c'est que tout de suite, je lui ai mis carte sur table sur pourquoi je faisais ce film, qu'est-ce qui s'est passé. Et je crois que j'installe un rapport de confiance avec les personnes qui comprennent ça chez moi, qui fait que tu peux déposer ta vulnérabilité. Et donc, très sincèrement, voilà, Vimala, elle a pu, auprès de moi, à la fois pleurer et rire, et moi, j'ai pu à la fois pleurer et rire avec elle. Et c'est ça qui était génial dans notre façon de communiquer, c'est que finalement, on n'avait pas peur l'une de l'autre, on en était dans une grande confiance, parce que voilà, je suis hyper sincère. Et ça, je voulais que ce soit bien tenu dans le film. Ouais. Quand elle dit aussi, non, on chuchote juste parce qu'on n'a pas envie que t'entendes ce qu'on est en train de raconter. J'adore ce moment. Enfin, c'est tellement cash. Vraiment, toutes ces petites touches en fait de franchise, surtout sur un film qui parle aussi de secret. Ouais. J'ai trouvé ça très très fort. Tu l'as dit, t'es chef décoratrice aussi, récemment césarisée pour L'Inconnu de la Grande Arche. Qu'est-ce que ça change à ton regard de réalisatrice d'avoir aussi cette double casquette professionnelle ? Récemment, j'ai un ami qui m'a dit c'est génial parce que tu ouvres la voie à des gens qui se disent non mais j'ai pas fait d'école ou j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Moi effectivement, tu vois, je suis venue à faire de la déco au cinéma un peu par hasard finalement parce que j'ai fait de la scénographie. Moi j'étais plutôt destinée au plateau, au théâtre, chose que je fais encore aujourd'hui et que j'aime énormément et que je préserve. Et puis le cinéma en déco est arrivé et j'ai très vite appris tous les mécanismes de ce métier et à évoluer. Bon, j'ai commencé à 27 ans, j'en ai 49. En fait, moi, ma manière de raconter des films, d'écrire des films, c'est partir effectivement des espaces. Où est-ce que je veux situer le film ? Pourquoi tel endroit ? Et qu'est-ce qui va m'inspirer, en fait ? Et des fois, ma productrice, elle aime bien ça parce que je lui parle de sensations. Je lui parle de sensations de personnage, avant même de parler de c'est quoi le film. Et c'est des trucs c'est mon chemin pour y arriver. Alors, c'est certainement pas le chemin de la Fémis ou des choses comme ça, mais c'est une autre manière de faire. Et je me dis aujourd'hui, au début, j'avais hyper peur parce que je me disais, mais mon Dieu, les gens ils vont se dire, attends, elle est chef déco, elle est réal, mais c'est qui cette meuf, quoi. Tu vois, je me suis dit, ça va me porter préjudice. Et en fait, je me rends compte que non, que finalement, ça suscite la curiosité, ça intrigue, mais je crois qu'aussi, ça ouvre la voie à d'autres manières de faire les films. Que, en fait, on peut passer par des chemins qui sont, voilà, les chemins un peu de traverse, quoi, mais qui sont intéressants, en fait. Et moi, je vois bien que de réaliser un long métrage et d'avoir réalisé 2 courts métrages auparavant, quand tu travailles après en déco, tu es un peu plus dans une vraie appréhension d'accompagnement du réalisateur, de qu'est-ce qu'il pourrait demander, qu'est-ce qui est important pour les acteurs, la fluidité de l'espace. Tout ça, c'est des enjeux qui sont pas forcément liés à la déco même, mais qui, moi, sont importants dans la fabrication d'un décor. Aujourd'hui, je suis plus à comprendre l'ADN du réal, ce qu'il veut, et à appréhender ce qui pourrait faire du bien à un acteur, en fait. Voilà. Vous l'aurez compris, ce que j'adore avec Sauvons les meubles, c'est son aspect protéiforme. Sa façon d'emprunter à plein de genres sans jamais se ranger dans une case spécifique. Il y a de l'intime, du drame, de l'humour, du sociétal et aussi du politique. Et c'est très clair dès la séquence d'ouverture qui nous offre un petit caméo assez surprenant. Le socialiste Benoît Hamon qui se joue lui-même. Dans cette scène d'ouverture, il est en train de faire une séance photo avec Lucille et pendant qu'elle fait son portrait, il parle de revenu universel qui était une des mesures phares de son programme à la présidentielle en 2017, il y a donc environ 1300 ans. Cette scène est un petit peu déroutante parce que le reste de l'histoire va se dérouler dans un cadre totalement différent par rapport à ce décor très froid et urbain, mais en même temps, ça pose aussi tout le propos du film. 1, ça permet de découvrir l'humour et le côté un peu brut de décoffrage de Lucille, le personnage principal, parce que, vous le verrez, elle y va franco avec Benoît Hamon. Et 2, ça indique que ce film va nous parler d'argent et de la manière dont l'argent ou le manque d'argent peut parfois déterminer toute notre vie et notre mort.
Parce qu'en fait, ce que Sauvons les meubles montre très bien, c'est toute cette culture très française qu'on a autour de nos dépenses et ce que ça dit de notre valeur, voire de notre dignité. C'est souligné par exemple quand des amis de Lucille se taclent entre eux en disant « mais tu le connais, c'est un gros radasse, il a des oursins dans les poches ». Je pense que j'avais jamais remarqué qu'on avait autant d'expressions en France pour exprimer la radinerie. Mais c'est vrai que faire attention à ses sous, entre guillemets, c'est extrêmement mal vu et c'est passé pour un pingre. Et c'est ce qui peut expliquer que par fierté ou par peur de l'ostracisme, des gens vont trop dépenser, voire faire des crédits, parfois juste pour pouvoir offrir des cadeaux à leurs proches. Je voulais aussi qu'on parle de cette incroyable séquence d'ouverture dans le film. Ouais. Moi, tout de suite, je me suis dit « Ok, je vais adorer ce film ». Et j'imagine que c'était pas du tout anodin de parler de revenu universel pour ouvrir le film. Non, c'était pas anodin. C'est-à-dire que à la base, il y avait... Au tout début, je m'étais dit, j'ai hyper envie qu'on la voie photographier un homme politique parce que j'avais discuté avec Jean-Claude Coutos qui m'avait dit, en fait, le jeu, quand on photographie un homme politique, c'est trouver la question qui va lui permettre d'avoir la faille et d'être un tout petit peu désarçonné. Et là, tu prends ta photo. Je trouvais ça génial cette quête de la phrase qui te permet de bousculer un peu la personne en face de toi, quel que soit son rang, en fait. Et puis, en discutant avec Vimala, elle m'a dit « Ah, mais moi, je connais hyper bien Benoît Hamon et je pense qu'il pourrait tout à fait jouer le jeu. » Et puis, bon, par la suite, j'ai rencontré donc Benoît Hamon grâce à Vimala. Et Benoît Hamon m'a dit « Mais moi, je suis à fond sur la cause parce que votre film, il parle d'un truc que moi, je défends, qui est le revenu universel. » Et c'est vrai que, voilà, moi... Si on parle de manière hyper honnête sur l'argent, mon père, aujourd'hui, il a 850 balles de retraite par mois. Donc, concrètement, mon frère et moi, on aide mon père quotidiennement pour tout. Parce qu'une fois que tu as payé ton logement à 400 balles, ton assurance, ton machin, ton truc, il te reste quasi pas rien pour bouffer. Et c'est sûr que s'il avait eu ce complément-là de revenu universel, la vie aurait été différente. Et de la même manière, ma mère ou mon père, ils auraient eu ce complément de revenu, la vie aurait été différente. Leur rapport à ces crédits aurait été différent. Il n'aurait peut-être pas eu de crédit tout court. Et c'est ça que je trouve important de souligner ici dans ce film, c'est que ouvrir le film là-dessus, c'est toujours parler de ces 850 € par mois. Parce que cette petite retraite, c'est la retraite de milliers de Français, en fait. Et des milliers de Français qui sont comme mon père, à dépendre de leurs enfants. Et quand ils n'ont pas d'enfants, quand ils sont vraiment seuls, c'est encore plus la crise, évidemment. Donc voilà, donc après, une fois que j'avais expliqué ça à Benoît et à Vimala sur ce jeu de chercher la question et d'être cash, en fait, d'être très cash, comme je le suis un peu aussi, Vimala, elle s'en est beaucoup amusée. Et bon, Benoît Hamon, c'est un homme politique, donc il connaît très bien tous les rouages des questions, etc. Donc il a su être hyper à l'aise avec ce jeu-là, en fait. Et moi, j'aime beaucoup l'entrée de ce film aussi, parce qu'il y a l'humour, parce qu'on pose, quelque part, dans cet espace très blanc, on pose la dure réalité, je trouve, sociale aussi, quoi. Et c'est important pour moi, ouais. Il y a aussi la question de la fracture en fait entre l'élite parisienne et la France provinciale entre guillemets, même si je déteste le mot de province. Enfin moi je viens de Toulouse, donc ça m'a aussi parlé le sud de la France. C'est pas le propos premier du film, mais c'est présent aussi et je trouve que c'est très bien fait parce qu'il n'y a pas de cliché en fait sur cette fracture qui pourrait être un peu exagérée dans plein d'autres films. Enfin il y a plein de comédies françaises qui tournent autour de ça. Là c'est fait de manière plus fine et plus réaliste, je trouve. Ah merci, je suis hyper contente de ça, parce que tu me dis ça, parce que j'avais une peur de ça. Parce que je sais que je parle de mes amis, d'un milieu que je connais bien, de cette fracture-là, parce que même moi encore aujourd'hui, tu vois, c'est rigolo, parce que moi je suis vraiment du Sud, je suis de Montpellier. J'ai pas l'accent du Sud, j'ai l'accent parisien, on n'a jamais su pourquoi. Dans ma famille, c'est pareil. Une énigme. Et en fait, moi j'oublie jamais d'où je viens, tout le temps. Et c'est hyper important pour moi de préserver ça. Et j'adore partager ça avec les gens que j'aime, qui m'accompagnent, tu vois, que ce soit mon amoureux ou quoi. J'aime bien montrer ça et montrer cette facette-là de moi. Parce que souvent, on se dit, tiens, Kat, elle est un peu dure et lointaine, mais en vérité, il y a aussi tout ce parcours-là derrière. Et Lucie, c'est ça qu'il fallait montrer et être juste, quoi, pas exagérer, pas être dans la caricature. Moi, je voulais vraiment être bienveillante avec les gens de mon entourage par rapport à ça, ouais. Tout le casting du film est excellent et ce que je trouve fou dans un film aussi court, c'est que chaque personnage est mémorable, que tout le monde est écrit et incarné avec beaucoup de soin. Que ce soit le frère, incarné par Johan Zimmer, les parents, Jean-Luc Pirot et Guylaine Londez, incroyables, les amis de Lucille, l'infirmière, jouée par Ophélie Beau, le comptable, joué par Denis Podalides. Vous verrez, c'est un vrai film d'ensemble.
Mais au centre de tout ça, évidemment, il y a Vima Laponce, qui est une incroyable interprète principale. C'est une actrice géniale, vous l'avez vu dans L'Attachement, Mikado, Vincent doit mourir, Le Beau Rôle, Vincent n'a pas d'écailles. Et d'ailleurs, elle sera aussi dans le film d'ouverture du Festival de Cannes, La Vénus électrique de Pierre Salvadori, qui sort la semaine prochaine en salle. Bref, elle a une filmographie déjà bien remplie. Pourtant, je pense qu'on ne l'a jamais vraiment vue comme ça. En la découvrant dans Sauvons les meubles, je me suis dit que j'aimais déjà beaucoup cette actrice, mais que c'était la première fois qu'elle avait un rôle principal qui lui permettait vraiment de mettre en avant toute sa gamme. Et que même si elle a déjà incarné plein de super rôles, là on est dans un film qui est vraiment son film. Il y a beaucoup de réparties dans cette ouverture, il y a beaucoup d'alchimie aussi, on sent qu'ils s'entendent bien en fait. Et donc moi, ça a peut-être été mon seul regret avec ce film, c'est que je me suis dit, je veux une rom-com entre Vima Laponce et Benoît Hamon en fait. Je veux absolument voir ce film. Donc, prochain projet peut-être. En tout cas, je sais pas si Benoît veut refaire des films, mais je crois que oui. Vimala, de toute façon, moi je l'adore. Je trouve que c'est une actrice... qui sait jouer tellement de choses. Et moi, dans ce film, je sais qu'elle joue une partition, on l'a pas vue vraiment comme ça. Je suis d'accord. Et je suis hyper heureuse pour elle qu'elle soit aujourd'hui de tous les plans et de toutes ses émotions et de montrer quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu chez elle. Et voilà, moi, j'aimerais un jour retourner avec elle, ça c'est sûr, parce que je sais qu'elle peut très bien se transformer dans plein d'endroits où on la connaît pas. Je pense que c'est vraiment une très grande actrice et je me suis fait la réflexion en voyant le film de me dire, je l'ai vue dans plein de films, mais je l'ai pas forcément vue avec un rôle principal comme celui-ci, où elle peut jouer toute cette gamme, l'humour, le drame. Elle est impressionnante, quoi. Oui. Et puis je crois que elle m'a fait confiance et récemment, j'ai lu un article où elle disait qu'elle était hyper heureuse de la direction d'acteur, de comment je l'avais accompagnée, parce que je resitue toujours l'acteur à l'endroit du personnage où ils sont avant, qu'est-ce qui se passe après, parce que bien sûr, tu vois, les personnages, on ne tombe pas dans l'ordre chronologique, donc il faut vraiment les accompagner très au coude à coude sur tout ça. Et c'est vrai que le film, il a, je trouve, ces moments drôles avec elle à des endroits où elle est hyper dure et ferme. Et sa dureté amène l'humour, et ça, j'aime beaucoup aussi. Parce que moi, je vois bien aussi... j'ai toujours un peu du mal avec le second degré, parce que je suis très mauvaise là-dessus. Je croirais toujours qu'il y a un éléphant rose dans la cour. Ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Et comme je pose toujours des questions de manière très sérieuse, je sais que je fais beaucoup rire les gens. Et je crois que c'est un truc qui m'a inspirée, moi, dans la mise en scène de ce film. C'est-à-dire, des fois, en étant hyper sérieux, on peut faire rire. Et c'est ça que j'aime, en fait. Et tu vois, tu soulignais l'histoire de... elle répond à Mia, on chuchote parce qu'on n'a pas envie que t'entendes. Oui, moi, c'est ma manière d'être aussi avec mes enfants. Je les ai jamais considérés comme juste des enfants. C'est des enfants, bien sûr, mais je leur parle pas comme des enfants tout le temps. Je fais des blagues, je suis hyper honnête avec eux, je suis hyper cash. Bon, évidemment, je leur dis pas tout, parce que je suis quand même une maman, etc. Mais j'aime bien la manière dont eux grandissent en n'étant pas dans un espèce de cocon, en fait. Et je trouvais que Vimala, il fallait qu'elle ait ça aussi dans ce rapport avec sa nièce, qu'elle a un truc... très franc, très direct, parce que ça accompagne la couleur du personnage aussi, de la voir comme ça. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu décris et je pense que c'est pour ça que le personnage m'a plu. Moi aussi, j'ai tendance à être très premier degré parfois et à beaucoup faire rire les gens sans trop comprendre pourquoi. Même combat. Donc vraiment, ça m'a beaucoup plu et puis j'ai trouvé que c'était hyper rafraîchissant de voir une héroïne comme ça, qui est aussi définie par son boulot, qui est seule, comme le dit sa mère. Et c'est vrai que ça a une connotation très négative dans la manière dont sa mère en parle, mais je trouve que le personnage, lui, n'a pas l'air d'en souffrir plus que ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper fort, en fait, de voir une héroïne de cette tranche d'âge-là, qui n'est pas forcément définie par ses amours, sa famille, mais par plein d'autres choses aussi, quoi. Oui, c'était important pour moi. C'est vrai que moi, j'aime bien le fait qu'elle soit antipathique, qu'elle soit un peu comme ça hautaine, qu'elle soit froide. Et puis, petit à petit, elle se colore, en fait, de par ce qui lui arrive. Parce que tout d'un coup... elle se fait charger en émotions, de rapport avec son père, son frère, sa mère, ce que ressent Mia. Je trouve que c'est ça qui est chouette quand tu pars de quelqu'un qui est bien. Moi, je trouve que dans le point de départ de Lucide, elle est bien, elle est photographe connue. Elle a des mecs, elle les prend pas, elle choisit, elle se fait pas soumettre à ça. Et ça, je trouve ça bien, en fait, d'être comme ça aujourd'hui, de pouvoir vivre ça. Et puis finalement, quand elle revient dans ce village... la reconnexion avec les amis, avec finalement ses racines, c'est tout un chemin. Moi, c'est vrai que c'est un chemin que j'ai beaucoup vécu aussi, parce que quand tu pars à l'étranger, tu pars vivre en Belgique avec tous tes copains qui sont dans le Sud,
il y a toujours une incompréhension totale de pourquoi t'es parti. Je suis partie pour essayer quelque chose. Alors, je peux me casser la gueule, mais j'essaye. Et aujourd'hui, quand je revois mes amis, c'est toujours rigolo parce que les gens qui commencent à me connaître intimement, ils sont hyper surpris par mes camaraderies. Ils me disent « Ah, mais on n'aurait jamais imaginé que tu avais des copains comme ça. » Hyper motards, hyper vulgaires, hyper... pas du tout socio-cul, mais je dis ouais, mais en fait, ça me constitue, c'est mon histoire. Et moi, j'aime bien comment Lucille, elle retrouve ses amis et on refait le lien et on la découvre autrement, elle sourit. Et c'est chouette de voir ce personnage avoir plein de tableaux comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle est très douce avec ses amis. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, il y a rien à faire. Les potes du lycée, les potes du collège, si t'en as eu et avec qui ça s'est bien passé, évidemment, ça devient une base en fait. Parce que c'est un moment particulier, je trouve, cette période-là. Et donc, moi, j'avais besoin de montrer tout ça aussi dans le film, de montrer ce personnage dans cet environnement hyper arty. Et puis, paf, on arrive dans le sud de la France, on est dans un village et on rentre dans une autre histoire. Vous l'aurez compris, Sauvons les meubles, c'est un suprême banger, appellation d'origine contrôlée, et c'est en salle depuis le 6 mai. J'espère vraiment que vous irez le découvrir et que vous me direz ce que vous en avez pensé, ce qui m'offre une parfaite transition pour la dernière section de cet épisode. Allô ? Hello. What up? Allô ? Hello? Hello, Ghostbusters. Hello? Allô? Yes? Hello. Who this be? Allô, oui ? Comme je vous l'ai dit il y a déjà quelques épisodes, vous êtes assez nombreux à m'envoyer des commentaires et des questions. Et même si j'avais un petit format qui s'appelait Anaïs vous répond dans les épisodes précédents, en fait, j'ai envie plus d'intégrer vos commentaires et vos questions à chaque épisode parce que je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir un dialogue avec vous. Et donc, encore une fois, si vous avez envie de m'envoyer vos opinions sur les films dont on parle dans le podcast, ça m'intéresse vraiment. Et potentiellement, je les lirai dans un futur épisode parce que voilà, on n'a pas toujours les mêmes avis. Et je trouve ça chouette de savoir ce que vous pensez des films dont moi je vous parle. Alors déjà, vous êtes très nombreux à avoir réagi à l'épisode sur Casper qu'on a enregistré avec Chloé. Et je vous comprends, c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de nostalgie dans le podcast. J'avoue que ce qui m'a surprise, c'est que vous étiez plusieurs à avoir beaucoup aimé Souvenir d'un été, ce film obscur que Chloé n'arrêtait pas de recommander. Il y a notamment Charlotte Ars qui a dit « Tellement contente que vous consacriez un épisode à Casper et que vous citiez dedans cette masterpiece qui est Souvenir d'un été, Now and Then en anglais, qui est un film de vibe au casting de fou et que personne ne connaît. » J'avoue que quand tu me dis film de vibe, ça me donne envie. Et Charlotte rajoute « Ah, ce n'est pas dit dans le podcast, mais le gamin qui joue Casper, c'est Devon Sawa qui joue dans le premier Destination Finale. En tant que fan de films d'horreur, je suis sûre que cette info plaira à Anaïs. » C'est vrai que j'avoue que j'avais pas du tout relevé, donc merci beaucoup Charlotte. Il y a aussi Manon Stanislava qui a dit sur Casper « Je viens d'avoir plusieurs révélations sur ma vie en vous écoutant. Pourquoi j'ai rêvé d'architecture de Gaudi bien avant d'avoir visité Barcelone. Pourquoi je suis fascinée par les amours platoniques. Pourquoi mes films préférés sont des films de Sad Daddy. Bienvenue au club Manon, je suis ravie qu'on soit plusieurs dans ce cas-là. » Et d'ailleurs, Manon, tu n'es pas la seule à avoir eu beaucoup d'épiphanies dans ta vie liées à Casper. Il y a aussi Pierre Delma qui nous a écrit et qui a dit « Tellement ravi de cet épisode consacré à mon film préféré de l'enfance. Il m'a tellement inspiré, que ce soit la beauté du manoir, personnage à part entière du film, qui m'a dirigé vers des études d'architecture, la musique qui m'a donné envie de faire du piano, ou l'ambiance sombre qui donne ces frissons de l'enfance qu'on aime retrouver dans les films d'horreur, une vraie merveille. Un grand merci, super ce nouveau format, et merci à Chloé pour cette recommandation. Idem pour le film Les Autres, un chef-d'œuvre. Merci beaucoup Pierre pour ce commentaire, et je suis sûre que Chloé sera très contente de vous avoir autant touché. Et puis, je note quand même que le débat sur Casper est-il un incel reste entier. Il y a Safronia qui a répondu « Comment ça, un incel OMG ?» Mais il n'y a pas tout qui a dit « incel et dépressif même ». Donc clairement, le public est divisé. J'avoue que moi-même, je suis un peu divisée. Je pense que c'est un peu un incel, mais qu'il est aussi un peu choupi. Sinon, vous avez été assez nombreux à me faire des compliments sur l'épisode sur le CinemaCon à Las Vegas. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie que l'augmentation de mon taux de cholestérol ait servi à quelque chose professionnellement. Et puis sur The Drama aussi, vous avez été très nombreux à réagir, évidemment, puisque c'est un film qui est très clivant et qui est conçu pour faire réagir. Et je suis contente parce que la plupart d'entre vous étiez du même avis que moi. Donc bravo à vous. On est dans la bonne équipe.
Je voulais lire le commentaire de Del Phoenix qui a dit « Super épisode, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un qui l'aurait vu, donc j'ai adoré ce débrief. J'ai été spoilée avant de voir le film et ça ne m'a pas du tout dérangée. Donc, à bon entendeur, vous pouvez voir The Drama tout en sachant ce qui se passe dans le film. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que honnêtement, ça peut même créer une autre expérience, mais tout aussi intéressante. Astrid Verdun a dit « Merci d'avoir parlé de cette fin que je trouve super aussi, contrairement à beaucoup d'avis que j'avais vu passer. » Merci Astrid. Valdoche31 a dit « Pas vu le film, mais j'ai adoré le débrief. » Alors déjà, Valdoche31, si tu viens de Toulouse, vive le 31, vive la Haute-Garonne. Et j'adore vraiment vous lire quand vous me dites que vous n'avez pas vu un film dont on parle, mais que vous avez quand même aimé écouter l'épisode de podcast. C'est très, très, très flatteur. Merci beaucoup. Mais bon, regardez les films aussi, je vous promets qu'ils sont bien. Il y a Proutsi, vraiment, qu'est-ce que vous me faites faire en prononçant vos pseudos? Aidez-moi quand même un peu. Donc Proutsi dit « J'adore cet épisode, j'ai une question, j'y pense depuis 2 jours, mais je ne trouve pas de réponse, alors je me tourne vers toi. Selon toi, quelle est l'utilité d'avoir découvert la DJ en pleine rue prenant soi-disant de la drogue? J'aime à penser que tout sert dans un scénario, mais là je sèche. » Moi, je pense que très clairement, c'est la première ligne franchie dans le film qui va pousser les personnages à s'interroger sur ce qui est acceptable ou non. Puisqu'évidemment, tout le film parle de ça. Et en fait, déjà, ils se jaugent un peu l'un l'autre en se disant « Regarde, c'est pas notre DJ qui est en train de prendre de la drogue. Est-ce que ça pose problème ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on lui en parle? Est-ce que, juste elle est à une soirée, elle fait ce qu'elle veut, ça ne nous regarde pas? Ou est-ce qu'au contraire, c'est inacceptable qu'une DJ qui joue à notre mariage prenne de la drogue dans la rue? » Et donc, je trouve que c'est un moyen assez intéressant même pour le spectateur, de nous préparer en fait à se placer dans une position de jugement ou pas par rapport au comportement des autres, de se dire qu'est-ce qu'on trouve acceptable ou pas, qu'est-ce qui nécessite vraiment qu'on ait une conversation franche avec la personne et qu'est-ce qui relève juste de la vie privée et de choses qui sont tout à fait excusables. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres interprétations, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et enfin, il y a Clem qui a aussi dit « Pour moi, le drama dans le film, c'est pas ce qu'elle raconte, c'est la surréaction des autres. Mais en étant américain, ça doit être plus choquant d'entendre cet aveu que si t'es européen. » Ouais, je suis totalement d'accord et c'est vrai que c'est une bonne interprétation du titre du film lui-même. Sinon, vous êtes très nombreux à avoir réagi par rapport à ma recommandation dans l'épisode Crush sur l'album de Ray. Donc, je suis super contente. Vraiment, je suis encore accro à cet album, sachez-le, depuis que j'ai enregistré cet épisode. Et je suis vraiment contente de vous l'avoir fait découvrir. Notamment Kitsunati qui a dit « J'écoute Click Clack Symphonie en boucle depuis des jours. Merci pour ce format qui permet de découvrir plein de choses. » Vraiment, merci à vous. Et enfin, il y a un autre commentaire qui m'a beaucoup touchée. C'est aussi Kitsunati qui a réagi à mon épisode sur Silent Friend de Ildiko Inedi et qui a écrit pour dire « C'est grâce à vous que j'ai découvert l'existence de ce film et que du coup, j'ai pu aller voir l'avant-première à Lausanne avec Tony Leung qui était là en personne. Du coup, encore un grand merci à vous. Vraiment, merci 1000 fois pour ce commentaire. Je suis trop contente de savoir que ce podcast vous permet de découvrir des films que vous auriez peut-être pas vus autrement et aussi d'assister à ce genre d'événement. J'imagine que ça devait être très, très fort de rencontrer Tony Leung et en tout cas de le voir à cette avant-première. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos questions. N'hésitez pas à continuer à m'en envoyer. J'essaierai de les intégrer au maximum dans tous les futurs épisodes. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, commentez, partagez-le, likez-le, mettez 5 étoiles. Vraiment, faites la pub partout, on en a besoin. Réécoutez-le 150 000 fois aussi, ça peut aider. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, je suis au Festival de Cannes. J'aurai donc plein de nouvelles choses à vous raconter et je serai aussi dans un état d'excitation, de stress et de fatigue très très unique. J'ai très hâte de vivre ça avec vous à travers mon micro et donc je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une édition de ce podcast spécial Festival de Cannes. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.